Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, la culture bande dessinée par leur travail. Vous savez, on aime beaucoup parler avec des auteurs américains et anglophones d'habitude, mais on ne se prive jamais aussi d'aller interroger la création telle qu'elle se fait en France, et notamment avec les éditions Kinaï, puisqu'ils lancent pas mal de créations originales depuis quelques années maintenant. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de découvrir une bande dessinée qui s'appelle Les Oubliés, qui est faite par Elsa Bordier et Hugo Décrène, qu'on a le plaisir d'accueillir et de réaccueillir même dans le podcast. Elsa, je commence par toi, parce que ça fait 3 ans qu'on s'était pas parlé dans le podcast, mais la dernière fois c'était pour Moineau. Bienvenue à toi, re-bienvenue à toi même. Merci beaucoup, bonjour. Et Hugo, c'est ta première fois. Salut Hugo. Salut. Donc j'espère que tu vas bien, que tu es content de te faire baptiser dans ce podcast. Est-ce que c'est le premier podcast que tu fais ou pas? Oui, c'est le premier podcast que je fais et j'ai déjà écouté First Print à l'époque. Mais sinon, du coup, je connais à peu près comment ça se passe. Mais je suis content du coup de participer à un podcast pour la première fois. Cool, je suis heureux aussi de te faire le grand baptême. Et justement, puisque c'est le baptême pour toi, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter à nous dire un peu ce que tu fais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, du coup, oui, je m'appelle Hugo Decrène. J'ai été, en gros, à part de faire de la BD, en fait, sinon mon travail principal, je suis assistant animateur ou animateur 2D. Et du coup, je travaille pour des séries d'animation ou des films en France d'animation. Et par exemple, j'ai pu travailler sur ça s'appelle Unicorn Warriors Eternal. C'est La Cachette. Et récemment, ma dernière mission était sur le film d'animation de Michel Hazanavicius, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, qui devrait sortir dans l'année, je ne sais pas quand. Mais maintenant, c'est terminé. Super. Elsa, bon, tu étais déjà venue chez nous et tu t'étais déjà présentée un petit peu, donc tu as été autrice, scénariste de bande dessinée, mais est-ce que tu peux un peu nous rappeler quand même tes derniers travaux depuis Moineau, ce que tu fais quand même, histoire de... Oui, donc moi je suis scénariste. Qu'est-ce que j'ai publié depuis Moineau? J'ai publié La Chevaleresse aux éditions Jungle. J'ai publié qui est une BD plutôt ado-adulte. Le deuxième tome de Maléfice également. Léonie surtout, enfin, Quoi? beaucoup Léonie. Et Léonie, c'est vrai, je suis pas, je dors pas assez. Mais oui, j'ai publié les 2 premiers tomes d'une série Léonie. Enfin, c'est des one shot pour les petits. Donc un avec des scarabées et l'autre coquillage et crustacés, plutôt au bord de mer, qui est une série humoristique, pardon, avec Elodie Chanta au dessin. Voilà, et que j'apprécie tout particulièrement. Faut que je me chope le deuxième tome, mais le premier avec les scarabées qui font la bagarre, c'était vraiment vraiment extraordinaire. Mais justement, c'est un peu, est-ce que tu te catégoriserais toi-même comme autrice, ouais, jeunesse ado, ou est-ce que ou non, t'as pas une étiquette? Non, parce que j'aime bien en fait justement changer d'une BD à l'autre de public. C'est vrai qu'on va par exemple, que ce soit la Grande Ourse ou la Chevaleresse, moi, je les ai pas imaginées pour la jeunesse particulièrement, plutôt pour un public ado-adulte. Et puis finalement, je sais pas, est-ce que c'est ma manière d'écrire, les dessinateuristes avec qui je bosse ou tout ça, mais en général, on est un peu rangé en jeunesse quand même. Même si pour moi, la Chevaleresse, ouais, c'est quand même plutôt ado-adulte. Et puis après, j'ai aussi pu travailler pour le 619, donc vraiment plus pour adultes. Et en fait, j'aime bien varier. J'aime bien vraiment changer que ce soit d'univers, de ton et de lectorat d'un projet à l'autre. Après, c'est vrai que plus ça va, plus j'aime aussi écrire pour les petits parce que je trouve que finalement, la jeunesse, c'est encore plus politique que d'écrire pour les grands parce que y a vraiment toutes les questions de représentation, de messages, qu'on a une responsabilité qui peut, faut prendre le recul et voir quand même les messages qu'on véhicule, de réfléchir, ouais, à avoir des vraies diversités dans les représentations et tout. Et c'est quelque chose c'est un exercice que je trouve assez chouette. Et après, en plus, quand on peut rencontrer les petits et petites lectrices en festival ou dans des interventions, tout ça, c'est vraiment chouette justement de voir comment ils ont ressenti nos histoires. Et aussi un truc que je sais plus si c'était dans un podcast aussi d'ailleurs, je crois que c'est Marie-Aude Muraille qui disait que elle s'est mise à écrire pour les enfants parce que les enfants relisent les livres. Mm. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, c'est hyper cool parce que on n'est pas lu une fois, on est lu des fois des dizaines de fois. Et que c'est quand même très précieux. Et voilà, c'est une chance.
Bah, c'est des souvenirs que tu as peut-être aussi, effectivement, d'après-midi, de dimanche après-midi à relire tes BD préférés ou juste parce que bah, t'avais pas forcément d'autres BD à lire à un Oui, c'est ça, moment. je pense. Ouais, on en avait, ouais, carrément. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, il y a plus de production, mais je pense qu'il y a ce truc, ouais, chez les enfants, de vraiment s'attacher à des personnages, à des aventures, et qu'on garde. Enfin, je pense que quand on écrit des histoires, on pense vachement, en tout cas moi, à l'enfant qu'on a été, au plaisir qu'on pouvait avoir de suivre des aventures, et du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors c'est vrai que t'as commencé à poster sur Instagram bah t'as fait des posts justement pour expliquer ton implication sur le projet Les Oubliés, mais justement parce que l'idée de départ à la base, si j'ai bien compris, vient de Hugo. Alors Hugo, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer bah déjà, est-ce que tu peux juste présenter l'histoire Les Oubliés tel que c'est en tant qu'album aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire ensuite ben, d'où est venue l'idée de départ? Ok, bah en gros, les oubliés, pour faire un résumé très simple, c'est une mère et sa fille qui vont faire on va dire un pique-nique, genre dans une forêt en Lozère, et en gros, il y a une créature qui vient kidnapper la mère de notre personnage principal, qui s'appelle Lou, et en fait, un chasseur de ces fameux monstres va venir sauver Lou à la dernière minute, William, et ils vont se mettre en quête de, du coup, euh, retrouver la mère qui a été kidnappée par cette fameuse créature. Ça, c'est le résumé de base. Et sinon, l'idée de base, en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est Lovecraftien et tandem de personnages. Et je voulais du coup explorer la thématique du deuil, parce que il arrive des choses à nos personnages, à leur background, etc. Et le fait de perdre, bon, de perdre, vu qu'elle a été kidnappée, on sait pas trop ce qui lui arrive à la mère de Lou. Et explorer cette thématique, en fait, permet de faire ressortir des sentiments chez les personnages qui sont plus forts, et justement amener ce côté Lovecraftien un peu horrifique permet justement d'exacerber les sentiments des personnages, et du coup d'avoir des scènes plus fortes, je trouve, quand je veux raconter une histoire comme ça. Mais du coup, évidemment, j'avais juste l'idée vague de un chasseur de monstres avec qui a quelque chose à protéger, et et des créatures, et du coup le reste je l'ai laissé à Elsa pour qu'elle écrive une vraie histoire, parce qu'au final je suis pas scénariste, et je préfère laisser ça entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, plutôt que moi, que je peux avoir le début et la fin, mais le milieu c'est souvent très compliqué. Développer les personnages, comment ils vont évoluer dans le récit, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc, C'est-à-dire que ouais, c'est ça, t'avais une idée, enfin t'avais donc voilà un projet avec peut-être des personnages et tu conceptualisais un petit peu ce dont l'histoire voulait parler, c'est-à-dire qu'en termes de scénario pur, alors il te fallait quelqu'un et c'est là alors toi Elsa que tu as débarqué, comment ça s'est fait? Bah, du coup, c'est Romain, donc l'éditeur derrière Kinaï, qui m'a contacté pour me parler de ce projet, pour nous mettre en contact avec Hugo. Et du coup, bah, Hugo m'a présenté voilà tout ce qu'il avait déjà en fait dans cet univers, ses envies. On a discuté ensemble à la fois d'abord pour savoir justement quelle implication il attendait de moi, parce que c'est pas forcément évident pour un ou une dessinatrice de confier son bébé, et que moi c'est vrai que j'avais besoin de savoir s'il me faisait confiance, s'il me laissait aussi une liberté justement voilà d'écrire un scénario, d'intervenir à ce moment-là, et de enfin parfois peut-être modifier des scènes, ou voilà de creuser des intentions, de voilà de voir parce que forcément quand on imagine tout un univers et tout ça, bah des fois il y a des choses qui peuvent pas marcher dans une histoire, enfin dans comment dire, dans le déroulé d'une histoire, et qu'il va peut-être falloir modifier et tout. Donc c'était très cool parce que tout de suite le courant est passé entre nous, et que j'ai vu que enfin voilà que la confiance se faisait dans les deux sens. Et voilà, à partir de ces de ces premières intentions, de ces premières idées, je lui ai posé des questions pour voir un petit peu si je comprenais bien l'histoire, si je comprenais bien voilà ce qui était important pour lui dans cette histoire, parce que voilà, quand on scénarise, ça m'est arrivé plusieurs fois, et quand on scénarise l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est hyper important justement de pas trahir les envies initiales, les intentions, les enjeux que la personne y a mises. Et donc voilà, on a vraiment beaucoup discuté à chaque étape. Donc effectivement, là, j'ai commencé un petit peu sur Instagram.
pas évident d'ailleurs d'expliquer parce que forcément c'est pas du tout visuel, et que je suis pas très très douée pour synthétiser mon propos. Mais voilà, on a vraiment travaillé en ping-pong où en fait j'envoyais à Hugo mes avancées petit à petit. Enfin voilà, d'abord je lui ai posé plein de questions pour bien creuser l'histoire. Je lui ai fait des propositions pour savoir s'il était OK avec certaines modifications que je voulais apporter ou des choses en plus, des éléments que je voulais ajouter. Et ensuite, ouais, à chaque étape de mon travail, j'envoyais à Hugo pour avoir son avis, à Romain également qui était très impliqué parce que du coup, voilà, c'est un projet où l'éditeur était là dès le début du projet et à l'initiative de cette collaboration entre Hugo et moi. Et donc du coup, voilà, on travaillait vraiment tous les trois pour essayer de faire une histoire solide qui plaise à tout le monde. Et, euh, et voilà, ça a été, c'était vraiment très très chouette parce que Hugo m'a laissé beaucoup de liberté et en même temps que la discussion était toujours intéressante et enrichissante dans les échanges pour travailler cette histoire. Hugo, c'était pas stressant de confier ton projet à quelqu'un? Pas forcément, vraiment, ça a été plutôt un soulagement Parce parce que que du coup, Elsa a une réputation d'être tyrannique aussi dans le milieu, il faut le savoir quand ah oui, même. bah dis donc, si tous les tyrans pouvaient être comme Elsa, moi j'achète, hein. Mais c'est surtout le fait que non, c'était plus un soulagement, pardon, parce que c'était vraiment, je savais à qui je donnais les rênes de l'histoire et justement avec ce ping-pong de d'idées et de comment on faisait évoluer l'histoire, bah au final on s'y retrouvait tous les deux et c'était surtout ça le plus important. Et puis, je me disais surtout que le fait d'avoir cette collaboration permettait forcément d'avoir un truc meilleur que si je l'avais fait tout seul. Et du coup, j'ai préféré, enfin, j'ai trouvé ça vraiment facile. Le courant est passé tout de suite, donc c'était vraiment bien comme expérience et comment ça s'est fait, quoi. Techniquement, dans la base de vos discussions, vous commencez par parler de quoi en premier lieu? Est-ce que vous parlez d'abord juste des personnages et de leur caractérisation? Est-ce que vous parlez de l'histoire et de toutes les étapes qui doivent s'y inscrire? Qu'est-ce qui importe le plus? Bah du coup, au départ, c'est vrai que justement, ouais, il y avait, Hugo est venu avec vraiment des personnages qui ont un petit peu évolué parce au début, pardon, Lou était plus jeune. Ouais, Et en fait, c'est aussi Romain qui a demandé à ce que qu'on fasse plus une ado pour coller aussi avec le lectorat et la direction éditoriale de Kinaï. Et on a travaillé vraiment sur ces deux persos, sur quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs caractères, comment est-ce qu'ils pouvaient fonctionner évoluer. ensemble. Ouais, Voilà, leur évolution à chacun et sur l'univers qu'il fallait vraiment qu'on creuse pour que ça fonctionne. Je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est vrai que voilà, c'est pas ce que j'aurais. Enfin, déjà, je vais pas vers la SF de base moi-même, mais en plus de la SF qui se passe en milieu rural français, je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, voilà, de voir comment on pouvait comment on pouvait creuser ça pour que le truc soit solide et qu'en même temps, ça corresponde à ce qu'Hugo avait en tête. Donc, je pense qu'on a vraiment creusé les persos et l'univers d'abord. Et ouais, après, Hugo avait déjà une idée en tête. Et puis moi, j'ai proposé des étapes en plus pour que le récit aille du début à la fin qu'il avait imaginé. c'est C'est-à-dire ça. c'est-à-dire qu'il y avait aussi une durée peut-être à caler, juste en termes plus pragmatiques de nombre de pages. Je sais pas si c'était quelque chose qui devait forcément faire 50 pages au départ ou si ça devait être plus long et que vous avez réduit. Comment aussi, parce que j'imagine que ça se travaille aussi. Euh, Je crois que c'était dès le début une idée de 52 pages de base. Il y avait Ouais, déjà ce truc ouais, il me semble d'acter. il me semble que c'est quelque chose dont on avait discuté avec Romain dès le début et donc on avait effectivement cette contrainte de faire tenir l'histoire en une cinquantaine de pages. pour toi, c'est plus facile parce que je me rappelle que quand on avait parlé de Moineau qui était voilà vraiment sur un tout petit format. Est-ce que pour toi, c'est plus simple quand même d'avoir un peu plus d'espace ou tu préfères vraiment les choses les plus courtes? J'aime bien, en fait, j'aime bien juste cette contrainte-là. Je trouve que c'est assez chouette d'avoir juste une pagination au début. En fait, ça permet de réfléchir l'histoire et ce qu'on va pouvoir développer dans l'histoire, ce qu'on va prioriser, selon effectivement qu'on ait 30, 50, 80, 120 pages ou une série complète. En fait, bah forcément, on va pas avoir les mêmes possibilités de développement. Et du coup, je trouve, moi en tout cas, dans l'écriture, ça me cadre parce que ça me permet, voilà, bah, du coup, on a 50 pages, c'est un peu plus que 30, mais ça reste une pagination assez courte. Donc, sur quoi on focus qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et donc, par exemple, effectivement, ce qui était le plus important dans l'histoire d'Hugo, je pense, c'était cette relation entre les deux personnages et l'univers, mais en même temps, bah, du coup, on pouvait pas creuser
plus avant l'univers non plus Oui. et le développer hyper longtemps parce que ce qui comptait le plus pour nous, c'était ce duo, cette formation et leur évolution sur la question du deuil. Donc, ouais, voilà, en fait, avoir un nombre de pages requis, quel qu'il soit, moi, ça me permet de penser mon histoire et de voir sur quoi je focus. Hugo, de ton côté, tu travailles aussi parce que donc il y a cette caractérisation dont on parle. Généralement aussi, bah, tu as un travail sur les recherches. Pour ces personnages-là, comment est-ce que tu t'es débrouillé? C'était au feeling? T'avais des bon alors moi je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est un peu quand même est-ce que t'es fan de The Last of Us un petit peu, Hugo? Alors, je suis pas forcément fan de The Last of Us. J'aime bien, évidemment. Parce que ça ressemble à Joel et Ellie quand même, tu vois. Oui, Enfin, oui, oui, je suis totalement d'accord avec ça, mais pas. En fait, c'est assez étrange parce que quand j'ai imaginé les personnages, j'avais pas du tout The Last of Us en tête. À vrai dire, j'avais pas grand-chose en tête. C'était juste j'aimais bien. Enfin, ce que j'aime bien en fait dans ces histoires, par exemple The Last of Us ou j'en ai pas d'autres, mais qui viennent sur le moment. Mais d'avoir un personnage qui en protège un autre, enfin, qui se protège mutuellement et qui évolue ensemble. Bon, je pense que ça a été fait dans plein d'œuvres, ça existe depuis très longtemps. Pas forcément de The Last of Us, mais mais du coup, non, même au tout début, dans mes recherches, je crois même que le délire SF avec un personnage qui protège, parce que justement Lou au tout début était vraiment petite, elle avait je crois 6-7 ans, quelque chose comme ça, donc c'était complètement autre chose. Et ça faisait plus penser à du Death Stranding par exemple. En fait, ça a été, on va dire, en fait, j'ai fait ça sans faire exprès. Genre, c'est après coup que on s'est dit ah, mais du coup, ça ressemble un peu. Mais du coup, c'est sûrement pas intentionnel de ma part. Mais voilà. et Vas-y, vas-y. non, j'allais dire, et même dans le cadre de l'action, c'est Elsa l'a mentionné avant, le cadre rural français, donc parce que c'est une histoire qui se passe en Lozère. C'est ça. Moi qui suis extrêmement nul en géographie, je suis allé vérifier que c'était une région qui existait bien en France. Oui, Pourquoi on l'a c'est... pas inventé. Ouais, ouais, non, parce que je connais la Corrèze en fait, et je me suis dit du coup c'est une vanne, c'est une référence à ça, mais en fait non, c'est bien une région, donc dans le sud de la France. Et il y a un traumatisme de vacances, Hugo, tu voulais Pas du tout. exorciser Je crois que je suis jamais allé en Lozère. Non, non, c'est juste que pour le thème du fait que ce soit dans dans une région rurale française, c'est juste que bah en regardant ce qui se fait en général, on te parle de SF, on va se retrouver, je sais pas, aux États-Unis facilement ou dans d'autres pays du globe ou à Paris ou j'en sais rien. Mais des trucs vraiment catégorisés. Alors que là, en fait, bah, je voulais juste sortir des sentiers battus et faire un truc un peu original et surtout, ça permettait d'avoir d'avoir des forêts, d'avoir des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, c'est surtout pour ça que je suis parti là-dessus, pour avoir un truc. Euh, Enfin, en gros, j'ai voulu dessiner des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est ça qui était intéressant à faire. Tu penses qu'il y a un manque de représentation des paysages francophones quand tu fais de la bande dessinée de genre, même quand elle est destinée à peut-être un public plus jeune qu'à l'habitude? Bah, je pense oui. C'est juste que enfin, par exemple, sur mon temps libre, j'ai des idées je sais pas, de séries, de films, je sais pas quoi. Et par exemple, j'aimerais bien que ce genre de truc se passe, pareil, dans un univers Lovecraftien, mais genre en Bretagne, parce que tu peux avoir des côtes, tu peux avoir des falaises, tu peux avoir des montagnes, tu peux avoir des trucs avec des menhirs. Enfin, on a plein de jolis paysages et on les utilise pas assez, alors qu'on peut avoir un folklore vraiment dingue et imaginer des trucs. Dans des œuvres de genre en France. Moi, un truc qui m'avait marqué en œuvre de genre, enfin en série du coup, c'était Marianne sur Ouais. Netflix à l'époque. Et j'étais vraiment deg d'apprendre que la série s'était annulée parce que en fait, bah, tout le propos était bien et bah on se retrouvait en France avec des personnages français, mais qui n'étaient pas forcément clichés. Et en gros, c'était un peu ça que je voulais mettre dedans, quoi.
Ouais. Elsa, c'est une contrainte pour toi de situer l'action vraiment dans un endroit très précis, puisque je sais pas si bon après ça reste un coin de Lozère, pas forcément très ciblé, j'ai envie de dire, mais par rapport à un univers plus fantastique en fait où tu t'en fiches justement parce que c'est un endroit imaginaire, tu peux mettre ce que tu veux. Est-ce que là ça représente des contraintes supplémentaires quand tu situes l'action dans un endroit vraiment réel? Euh, Alors là, non, parce que c'est vrai que moi j'ai une tendance à écrire plutôt des histoires qui se passent de toute façon dans le quotidien, teintées de fantastique. Euh, Après là, effectivement, je l'ai pensé. Enfin, on a quand même choisi. Effectivement, le village est quand même fictionnel. On n'est pas parti dans quelque chose de fondamentalement géographiquement juste. Et du coup, voilà, je l'ai plutôt pensé comme effectivement un paysage rural avec comment dire, enfin avec de la forêt, etc. Et de jouer justement, enfin ce que je trouvais intéressant, c'était de reprendre comment dire, des codes peut-être de films d'action américains, de choses comme ça. Et en fait, je trouvais ça intéressant de le transposer à quelque chose qui est quand même familier pour tout le monde. Ou peut-être lié aux vacances, effectivement, parce que d'ailleurs, c'est le point de départ loué en vacances au début. Et voilà, de petits troquets de provinces françaises, etc. Des choses qui sont un peu dans notre imaginaire à tous et qui peuvent trancher avec le côté ouais, plus film d'action, plus enfin, les SF et tout. Mais je trouvais que c'était un contraste intéressant à jouer tout en jouant aussi un peu sur des clichés finalement, enfin sans trop les creuser, mais justement, j'ai pas cherché à faire quelque chose d'hyper réaliste en allant dans un petit vrai village en Lozère pour en saisir l'essence, mais plutôt de jouer sur les images qu'on a tous là-dessus et de mixer un peu ces deux mondes ensemble. Et après, sur le découpage de l'action, est-ce qu'il y a, j'imagine que il faut gérer une forme d'équilibre entre justement les scènes d'action réellement, notamment quand certaines créatures vont apparaître, des temps plus calmes où tu vas approfondir la relation entre les personnages. C'est quelque chose qui maintenant doit être instinctif pour toi, j'imagine. Alors c'est plus ou moins instinctif dans le sens où j'avais quand même tendance à faire des histoires où il n'y avait pas beaucoup d'action, Il y parce a de que l'action dans Léonie quand même. ouais, non, oui, dans Léonie, c'est vrai, il y a de la bagarre. Mais parce que Léonie a été un vrai lâcher prise pour moi à plein de niveaux, de faire des blagues et de tout ça, plein de choses que je m'autorisais pas forcément avant. Mais mais du coup, ouais, enfin, je pense que petit à petit, effectivement, plus j'écris, enfin, c'est assez logique, mais plus j'écris, plus je vois comment construire des histoires qui fonctionnent aussi. Mais bah, comme j'ai commencé un peu à l'expliquer sur Instagram d'ailleurs, mais c'est vrai que moi, je pense vraiment mes histoires en chapitres. Et du coup, j'avais fait voilà un découpage, c'était en 10 étapes de l'histoire, et du coup avec des moments qui étaient plus sur les émotions, sur le dialogue entre les personnages, et d'autres moments où on fait évoluer l'histoire. Euh, et avec effectivement voilà tenter d'action et essayer de rythmer pour qu'on mélange ouais, des scènes de tension, des scènes de danger, des scènes d'évolution des personnages, des scènes d'émotion et de faire ça petit à petit. Et c'est vrai que voilà, j'avais découpé l'histoire pour essayer d'avoir quelque chose d'équilibré là-dessus. Et en termes de script, c'est quelque chose de très détaillé que tu fournis à Hugo. Comment ça se passe vraiment les échanges aussi, quand Hugo réalise les planches après. Du coup, moi, en fait, bah, petit à petit, j'étoffe. Donc, au départ, voilà, j'avais un découpage en 10 séquences décrites assez rapidement, d'un paragraphe chacune à peu près. Petit à petit, je développais jusqu'à un découpage par page. Et donc, moi, je fais des scénarios où j'ai pas de découpage par case. Enfin, après, je propose aux dessinateuristes avec qui je travaille à chaque fois. Et donc, Hugo, ça lui est allé de faire. Et puis, bah, justement, il fait ça très bien, en fait, de faire lui le découpage Hmm. de chaque page. Après, il y a quelques fois où on a discuté quand justement où c'était moins clair en fait, où certaines de mes pages scénarisées étaient moins claires et qu'il fallait qu'on réfléchisse bien à comment découper l'action. Mais sinon, en général, je le laissais faire et du coup, ouais, moi, mon scénario va décrire ce qui se passe et les dialogues. Et après, j'ai laissé Hugo prendre les décisions de plan, de pas mal de mise en scène, parce que pour moi, voilà, Hugo sait en fait la façon dont il veut raconter cette histoire et la mettre en scène, et je trouve ça plus intéressant quand on mixe un peu nos deux façons de raconter. Justement, sur ce découpage, Hugo, c'est quelque chose que tu fais à l'instinct, parce qu'il y a quand même certaines planches qui peuvent être très chargées, où t'es sur des 4 bandes avec 3, 4 cases par bande. Et donc j'imagine que ça représente quand même une grosse charge de travail. Comment tu jongles, on va dire, entre ce que tu dois mettre pour vraiment qu'on puisse lire l'action, et puis toi aussi pour pas te crever non plus à faire des planches qui te prendront 3 jours à dessiner. Alors pour ça, en gros, vu que faire le découpage d'une BD, bah, c'était un peu tout neuf, on va dire,
parce que vu que j'ai l'habitude d'être dans l'animation, en général, je pense en 1920 par 1080, donc le 16/9 de base du cinéma. Et en fait, le plus dur au début a été de se dire tout ce que me dit Elsa, je dois pas forcément le mettre case par case, parce que sinon je m'en sors pas. Quand un personnage parle, il faut pas que je vois forcément le personnage et l'autre qui lui répond après, etc. C'était un peu la un soulagement quand je me suis rendu compte que ah ouais, mais en fait je peux faire parler les personnages hors champ en montrant quelque chose d'autre. Du coup, ça permet de d'économiser du temps, etc. Et sinon pour comment j'ai fait les planches, c'était plutôt à l'instinct et oui en suivant le script d'Elsa qui était pas mal détaillé sur pas mal de choses et du coup ça m'a beaucoup aidé pour justement aller plus vite là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'était que je m'organisais de manière à je voulais faire tout le storyboard d'un coup de la BD pour pouvoir du coup l'envoyer à Romain et Elsa pour avoir leur avis et que s'il y avait des trucs, si le découpage était trop fourni, s'il y avait trop de cases, s'il fallait épurer certains trucs, et ben du coup j'avais un second avis et c'était vraiment important pour moi parce que du coup comme ça je me recentrais, je me recanalisais et du coup ça me permettait de d'avoir quelque chose de plus fluide par rapport à ça. Et donc en fait au final le storyboard ne faisait que s'améliorer et les planches allaient plus vite à faire comme ça. On est d'accord que tu travailles en numérique, vu que tu es dans Oui, l'animation, ouais. ouais, je fais tout en numérique. Tout a été fait sur Photoshop parce que voilà, j'ai l'habitude. Ça fait très longtemps que je dessine plus sur papier. Enfin, je dessine un peu, mais c'est pas. J'ai tellement pris l'habitude que c'était plus simple pour moi. Hmm. En termes de design pour les créatures, t'allais chercher où tes inspirations? Pour ça, j'ai cherché du côté d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alex Konstad. C'est c'est un, c'est un illustrateur américain, je crois, qui en gros a fait pas mal de design euh, de créatures pour un livre qui s'appelle Obscura qu'il a créé, où il invente un monde un monde fictif avec plein de choses. Et il arrive à créer une mythologie avec ça. Et c'est ça que j'aime justement euh, quand je raconte un truc avec des monstres ou des trucs du genre, c'est que je me dis toujours que il faut que c'est un sens pour ces créatures. Et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, même si c'est des trucs complètement fictionnels et avec une idée un peu bizarre, bah il faut que c'est un sens pour moi, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et une autre référence par rapport à ce fantastique qui se mêle au quotidien, c'est Simon Stalenhag, Ah oui. un illustrateur très connu. Euh, et bah, en gros, lui, il est très fort dans le fait euh, on est dans une banlieue de Norvège et il y a des scolopendres géants qui pop et ça paraît logique. Mais ouais, c'était les deux plus grosses rêves pour moi en termes de créatures et d'ambiance en général. Même si en général c'est un peu plus sombre de leur côté, plus adulte. Mais là c'était les rêves principales. Et c'est du design que tu as aussi fait valider pardon, par Elsa et Romain, ou là tu t'es dit de toute façon c'est mes créatures, c'est moi qui leur donne la forme que je veux, et puis Nick si si Elsa et Romain ils sont pas ok. Bah non, enfin en vrai vu que je pense que ce que j'ai fait c'était j'ai fait mes recherches de personnages puis au fur et à mesure j'envoyais à Romain et Elsa. Ils me disaient comment ils trouvaient ça bien, si c'était bien, ça marchait et voilà. Mais en général je faisais mes petits croquis et je les envoyais pour avoir un aval de l'autre côté et puis on était cool avec ça quoi. C'était quelque chose quand Hugo te parlait de ces monstres Elsa, tu te représentais quelque chose ou tu t'es laissé surprendre par ses recherches? Ouais, non, pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était son univers de toute façon, donc j'étais vraiment curieuse de voir. Après, effectivement, on a pu avoir des avis, des discussions tous les trois sur les persos et tout, mais en fait, ouais, j'imaginais pas avant. En général, même c'est quelque chose, enfin, de toute façon, même quand j'écris des scénarios, même quand c'est mes projets perso ou autres, justement parce que j'ai vraiment cette volonté qu'on mixe nos manières de raconter, où en fait, enfin, c'est pour ça que je disais, par exemple, je fais pas un découpage par cage dans mes scénarios. Je pourrais, parce qu'en vrai, quand j'écris, j'ai toute une page dans ma tête.
Mais j'essaie de prendre de la distance vis-à-vis de ça pour laisser de la place au dessinateur ou à la dessinatrice en n'ayant pas des plans précis, des images trop précises, etc., ou même des ambiances colorées et tout. Et du coup, non, enfin, c'était vraiment très très chouette de découvrir l'univers d'Hugo et de aussi moi travailler mon écriture par rapport à son univers graphique, par rapport à sa manière de mettre en scène et tout. C'était vraiment un truc assez organique en fait entre nos deux façons de raconter finalement. Est-ce que c'est une histoire qui a changé aussi au fur et à mesure de sa construction? Est-ce que parce que notamment tu dis que tu as laissé maturer pendant quelques mois en fait d'abord toutes ces idées avant de les apposer à Hugo, mais est-ce que au cours de la création de la BD il y a eu des changements ou des modifications qui font que Les Oubliés tels que publiés aujourd'hui c'est pas complètement ce qui aurait pu avoir lieu 6 mois auparavant? Bonne question. Je ne sais pas ce qu'Hugo en pense. Je pense que ça a évolué effectivement parce qu'on a amené plusieurs points de vue, à la fois sur l'histoire et même sur la question du deuil, sur la question du souvenir. Et que du coup, peut-être que c'est teinté de où on en était aussi nous dans nos vies, dans nos réflexions sur tout ça, sur la famille. Parce que du coup, c'est vrai que c'est une histoire à la fois de famille, de notre vraie famille et de famille consacrée, parce que William et Lou, ça devient une famille aussi. Donc ouais, je saurais pas dire parce que je pense que c'est pas quelque chose d'ultra conscient en tout cas dans l'évolution et tout ça, mais que ça s'est nourri de nos réflexions à l'instant T à tous les deux, je pense. Oui, c'est relatif, c'est très juste par rapport à ça. Et puis oui, je sais qu'on avait en fait on avait des directions. Enfin, je pense qu'au début on avait une direction plutôt toute tracée, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on a rajouté des nuances, ce qui a fait en fait que étoffer l'histoire et ça a été moins quelque chose, une ligne droite. Et donc du coup, c'était plus intéressant pour le récit comme ça. Alors c'est vrai, Zach, que tu l'as dit un petit peu dans le début de ce podcast, que quand tu fais de l'écriture pour un public plus jeune, tu trouvais ça plus intéressant parce qu'il fallait faire plus attention à ce que tu mettais dedans, à ce que tu racontais. Et là, c'est vrai qu'avec Les Oubliés, on peut prendre ça très premier degré, juste un duo qui se forme pour aller chasser du monstre. Dans les faits, c'est une histoire beaucoup plus profonde dans ce qu'elle raconte, avec deux points de vue en fait qui s'opposent sur l'expérience du deuil, comment tu le vis. Ça, c'est quelque chose que tu as insufflé dedans. C'est quelque chose qui te semblait important aussi de mettre dans l'histoire et qui peut importer au public ciblé? Je pense, moi, c'est quelque chose c'est ce qui m'a vachement touchée et intéressée dans l'histoire d'Hugo, justement, cette question de deux personnes qui sont face à la disparition, au deuil, à l'inexplicable, parce que bon, finalement, quand on perd des gens qu'on aime, c'est jamais explicable qu'il y ait un monstre ou que ce soit la maladie ou un accident ou quoi que ce soit. Et je trouvais ça intéressant, justement, cette mécanique de duo où c'est pas juste l'aîné qui apprend à la plus jeune, mais qu'en fait ils ont tous les deux des choses à s'apprendre parce que peut-être que oui, Lou elle a déjà vécu des choses et en même temps elle a un regard vachement plus combatif, peut-être en fait combatif mais dans plus intérieur, alors que William en fait lui combattre effectivement il va juste aller buter des monstres peut-être dans un souci de vengeance et voilà et que elle elle a déjà fait face à la disparition avant et qu'elle a un regard différent et je trouvais ça intéressant d'avoir deux personnes qui ont des trajectoires de vie assez pleines de drames mais qui vont l'un l'autre s'apprendre des trucs et vraiment s'entraider et arriver à une résolution de l'histoire quelle qu'elle soit mais aussi à une peut-être un peu plus d'apaisement et je pense que à tout âge et notamment à l'adolescence aussi en fait on peut être on va vivre des deuils, on va vivre des pertes, qu'elles soient vraiment la mort d'ailleurs ou juste quelqu'un qui part de nos vies. C'est quelque chose qu'on vit beaucoup à l'adolescence aussi et qu'on peut être très perdu vis-à-vis de tout ça. Je pense que quelle que soit l'étape de notre vie, de toute façon, les pertes et les deuils, c'est quelque chose qui est difficile, avec lequel on gère plus ou moins difficilement. Et du coup, je trouvais ça important d'apporter cette pluralité de points de vue et cette discussion qui peut permettre au lecteur ou à la lectrice d'y réfléchir aussi en fait sur sa vie à elle. Voilà. Hugo, c'était aussi ton idée à la base d'exposer deux points de vue relativement même diamétralement opposés avec William qui se dit même que en fait pour on va dire passer outre la douleur, c'est mieux d'oublier les gens, alors que Lou est à l'opposé total, où dit qu'il faut au contraire se souvenir des gens qui sont partis. Hein. Je pense qu'au début, c'est toute cette histoire de souvenirs et d'oubli des gens. Je pense que c'est Elsa qui l'a rajouté dedans.
Et moi, j'avais pas forcément pris en compte ça au début. Moi, je voulais vraiment avoir, enfin, de mémoire, l'idée de base, c'était il y avait il chassait des monstres pour une raison, ouais, une raison de vengeance, etc. Et c'est Elsa qui a ramené, du coup, cette histoire du fait que William oublie peu à peu les gens qu'il a perdus, alors que Lou, justement, elle s'en souvient et essaye de lui faire comprendre que, bah, ok, tu peux oublier les gens, du coup, ça va te faire perdre la douleur, mais au final, ces gens, ils existeront plus pour toi. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mieux vaut se souvenir des gens qu'on a perdus pour qu'ils existent encore un peu. Et ça, c'est plutôt Elsa qui l'a rajouté. Et c'était une très bonne idée de sa part. Donc toi, t'étais vraiment plus dans le récit de vengeance un peu bourrin, quoi. C'est ça. Et on De peut dire base à que la base, c'était ça. c'est Elsa qui apporte un peu de De subtilité, nuance, exactement. de nuance. Voilà. Mais du Ah, coup, ça m'a permis de voir une autre facette et se dire, ah oui, mais du coup, ça marche aussi comme ça, parce que ça permet d'étoffer cette histoire de vengeance, ça permet de donner plusieurs points de vue là-dessus, et de traiter le deuil d'une autre manière que juste, ok, je dois me venger et mon chemin sera accompli, et voilà quoi. et il faut prendre, je sais pas s'il faut prendre des pincettes, mais c'est quand même des thématiques qui sont pas forcément facilement faciles. Comment est-ce qu'on les introduit dans une histoire de fiction, Elsa? Alors, bonne question. En fait, justement, je trouve que dans les œuvres jeunesse, par exemple, même les dessins animés pour enfants, etc., pour avoir des enfants moi-même, je trouve que c'est souvent amené de manière hyper brutale. Genre, voilà, on voit une scène idyllique et puis d'un coup, les parents du héros sont morts et il faut qu'ils gèrent avec. Enfin, il y a une espèce de truc où on fait vivre la perte euh, aux, aux enfants, que je trouve un peu brutal parce que, surtout quand ils ont déjà vécu cette perte-là dans leur vraie vie, ce qui arrive aussi, ou même les ados. Mais que par contre, je pense qu'on peut leur parler de tout. Enfin, que ce soit les enfants ou les ados, on peut leur parler de tout et on peut leur parler ouais, de mort, de l'importance des souvenirs. C'est un truc où, quand on est ado, on est vachement dans l'instant présent et peut-être très focus sur soi des fois aussi et peut-être justement de pas se rendre compte voilà, qu'on laisse passer. Peut-être, je sais pas, c'est un moment où, par exemple, nos grands-parents sont vieillissants et peut-être que nous, on s'en détache parce que quand on est ado, c'est un peu, voilà, les vieux, ça nous intéresse plus trop, etc. Et du coup, je pense vraiment qu'il y a pas forcément de pincettes à prendre, que c'est plus de leur parler. Enfin, ils sont grands, ils sont capables de comprendre. Intelligent. Ouais, ils sont Voilà. intelligents. C'est ça, ils sont intelligents et ils sont sensibles. Et je pense qu'ils peuvent comprendre les choses si on leur dit les choses simplement. Mais que ouais, je pense que leur parler du deuil plutôt dans la manière dont on va gérer le deuil, plutôt que de juste leur faire vivre des deuils, leur faire vivre la violence de ce qu'est les disparitions, pour les préparer, je sais pas. Enfin, pour moi, justement, leur dire, bon, ça peut t'arriver, et après, on fait quoi? Et après, comment est-ce que tu peux envisager les choses et peut-être d'apporter des pistes de réflexion là-dessus? Voilà, ça me semble. Enfin, ouais, ils sont malins, ils sont voilà, c'est même. Ouais, quel que soit l'âge, je pense qu'ils peuvent le comprendre. Et après, c'est effectivement de réfléchir à quel mot, quelle manière de dire par rapport à l'âge, mais qu'en fait, ouais, quel que soit l'âge, on peut leur dire ces choses-là parce que justement, peut-être pour les accompagner si jamais ils devaient vivre la même chose, quoi. Ouais. Bah, je veux juste revenir sur une scène en particulier, c'est celle d'un dialogue au coin du feu entre Willy et Lou, qui, à mon sens, a la case la plus forte, c'est quand Lou dit ma mère dit toujours, ça fera toujours mal, mais on peut choisir de faire une place à cette douleur comme à une amie, à une compagne de route, alors ça devient un peu moins difficile. Comment est-ce que vous l'avez travaillé, cette scène qui est aussi un pivot de toute façon, dans la relation de ces deux personnages, mais qui en plus est vraiment super forte dans ces dialogues, quoi. Merci. Euh, je sais pas, enfin Hugo dira aussi lui dans la mise en scène, mais c'est vrai que pour moi ça me semblait important parce que, enfin je pense que c'est des leçons que j'ai moi-même tirées de deuil. Je sais que quand j'ai perdu ma mère notamment, enfin j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille de façon assez rapprochée, mais notamment ma mère, j'ai vraiment eu l'impression, enfin on parlait par exemple de tous ces trucs, il y a de ces trucs assez comment dire, cette liste par exemple des étapes du deuil ou des trucs comme ça qu'on a un peu tous en tête et en même temps moi je me reconnaissais pas justement dans un truc par étapes. Je trouve que quand on perd un être proche, en fait on est assailli de plein d'émotions différentes et que c'est pas une maladie en même temps, c'est pas un truc où il va y avoir des symptômes qu'on vit les uns après les autres, qu'on vit tout en même temps et puis on n'en guérit pas non plus. En vrai, quand une personne qu'on aime est morte, elle est morte et il va falloir faire avec et c'est quelque chose on ne guérit pas mais qu'on peut enfin, ouais, avec le temps, avec les gens qui nous entourent, avec notre évolution, etc., on peut apprendre à vivre avec ça.
et que ça devient une part de nous finalement. Et du coup, oui, là, c'est un peu, enfin voilà, dans ce dialogue-là, je pense que c'est un peu moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise peut-être, ou ce que j'ai envie de dire aux autres de ce que j'ai appris de ça. C'est qu'effectivement, enfin voilà, j'aurais peut-être envie qu'on me dise, voilà, tu vas pas arrêter d'avoir mal, il y a pas un moment donné où ça va se terminer, mais juste il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que bah c'est là, mais que tu ressens aussi de la joie, plein d'émotions différentes, et que ça va pas t'empêcher de vivre, d'être heureux ou heureuse, de vivre plein de choses importantes. Et voilà. Et effectivement, bah là, c'était pour un lectorat ado, mais aussi pour des adultes qui ont pu vivre ça. Et voilà, comment est-ce que je peux le dire? Mais ouais, c'était un peu ce que j'aurais aimé qu'on me dise et ce que moi je pourrais en dire. Et puis ouais, je sais pas si Hugo a des choses à dire sur comment il a mis en scène tout ça. Bah, je trouvais justement, oui, les dialogues étaient vraiment bien du coup pour cette scène et enfin pour tout le reste. Mais oui, l'idée de cette scène au coin du feu, c'était vraiment bah, les deux personnages se parlaient à cœur ouvert au final et pour expliquer les choses. Et oui, justement, le fait que ça restera toujours dans quand on perd quelqu'un, etc. Au final, euh, c'est là la première pierre que met Lou pour indiquer que bah oui, euh, si tu oublies ces gens, bah ça sert pas à grand chose de continuer à avancer. Alors que si tu les gardes avec toi, ces personnes-là vont continuer à vivre avec toi et puis même se souvenir d'elles te permet du coup bah ok ça va te faire mal parce que au début parce que ces personnes-là sont plus là, tu pourras plus faire de choses avec eux, etc. Mais si tu te souviens des moments passés, etc. Bah on va se rendre compte que bah oui il y a de la joie, il y avait des bons moments. Ça se trouve t'aurais jamais fait de certaines choses avec d'autres personnes qu'avec ces gens-là. Et donc ouais non faut garder ça comme ça. Et l'ambiance cosy du feu était justement là pour rajouter un peu de chaleur à tout ça. Donc c'était voulu. C'est plus compliqué de faire des scènes, on va dire, d'émotion, notamment sans dialogue. Je pense aussi à, ben, vers la fin de l'album, en fait, bah, quand le monstre finit par être vaincu, William, qui quelque part a obtenu son objectif, ben, s'effondre sur sa voiture en pleurant. C'est des cas qui sont complètement muettes. Est-ce que c'est difficile de faire passer ce type d'émotion vraiment intense, en fait, juste en fait, t'as que comme outil, bah, ton dessin, ton cadrage et rien d'autre. Oui exactement. Bah au final Enfin, c'était euh, au départ ça me paraissait quelque chose d'assez dur, mais je trouvais que plus j'avançais dans l'album, parce que l'album je l'ai fait de manière chronologique on va dire, ok, ouais. en termes de dessin. Et plus j'avançais, plus je savais vers où j'allais. Et non, oui, la fin où William s'effondre, bah, c'était plus, je- j'avais juste, enfin, j'imaginais comment le personnage pouvait ressentir ça, et bah, du coup, je l'ai dessiné comme je pensais le faire, donc, enfin, enfin, c'était une transposition de comment je voyais les choses. Donc, bah, il réagit comme ça et sans dialogue. C'était d'un côté c'était plus simple parce que j'avais une liberté totale vu que j'avais pas à faire parler les personnages. Donc, c'était c'était pas mal. Et justement, parce que c'est pas complètement la conclusion de l'album, parce que me connaissant en étant plutôt amateur de fins un peu très amères, on aurait pu très bien pu finir l'histoire comme ça en disant bon bah voilà il a quand même réussi à vaincre le monstre. Mais en effet la leçon c'est que bah ça guérit de rien. Et voilà, on aurait pu se quitter avec William qui reste quand même bah, meurtri à vie. On est quand même sur un truc un peu plus positif. C'était Elsa, toi, c'est important quand même d'avoir quelque chose de plus léger, on va dire, quand on conclut une histoire, bah, sachant Euh, que j'imagine que conclure une histoire, c'est quand même toujours un exercice un peu délicat. on a pas mal discuté sur la fin parce que Oui, justement, enfin, ça se terminait pas comme ça au départ. non, Ah, mais moi je veux savoir comment ça se finissait alors, hein. Mais bah, ça se terminait beaucoup plus mal. Voilà, ça se terminait beaucoup plus mal. Et en fait, au fur et à mesure où j'écrivais, j'avais l'impression que ça, voilà, que ça devait se terminer plutôt comme ça. Voilà, tel que je l'ai écrit, ça fonctionnait mieux. J'ai essayé pas mal de choses, ça fonctionnait mieux. Et du coup, on en a pas mal discuté avec Hugo qui a été OK pour cette fin-là. ouais, Voilà, un peu où les personnages, et William compris, trouvent une forme de paix.
voilà, on a été OK là-dessus. C'est vrai que justement, c'est pareil quand tu parlais tout à l'heure de ces histoires qui évoluent d'un moment à l'autre. Peut-être qu'à un autre moment, si on avait travaillé cette histoire à un autre moment, elle serait peut-être pas finie pareil. Mais Ouais. là, comme ça, en tout cas, ouais, ça, enfin, moi, ça me semblait devoir se finir de cette façon-là. Et voilà, on en a discuté pas mal ensemble et on est tombé d'accord là-dessus. Ouais. D'avoir un meilleur sentiment de pas se quitter sur quelque chose de trop difficile. Hugo, tu préfères les histoires qui finissent bien aussi? Euh, oui et non. C'est-à-dire que, enfin, en fait, des fois, enfin, terminer une histoire bien, c'est bien, ça fait plaisir à tout le monde. Mais des fois, des fois, j'aime bien, oui, les histoires qui finissent un peu, comme tu l'as dit, de manière douce amère, parce que du coup, bah, je sais pas, mais j'imagine ça comme la vie, et genre, la vie, c'est pas le monde des bisounours, donc du coup, euh, tout ne finit pas bien, malheureusement. Euh, et du coup, en général, je suis plus adepte des fins qui finissent mal. Mais oui, ça devait finir beaucoup plus mal. Mais le fait d'avoir mis la lumière au bout du tunnel était une bonne idée. Vu que bon, il se passe des choses quand même assez graves dedans et qu'on avait ces histoires sur les personnes qui ont perdu les personnages, c'était déjà assez dur comme ça pour le lectorat et donc du coup, bah terminer sur une note positive, bah ça les emmène vers quelque chose d'autre qui est aussi bien. Oui, peut-être que vous aviez pas envie que Romain vous engage, parce que vous allez traumatiser tous les gens qui allaient lire cette BD. C'est ça. Pour une dernière question, juste pour le titre, tout simplement, qui est-ce qui l'a trouvé? Est-ce que c'était quelque chose inscrit dès le départ? Parce qu'on voit bien que ça évoque donc justement le souvenir des personnes parties. Et je pense que ceux qui auront lu la BD le comprendront à la lecture hein, pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais justement, comment qui l'a trouvé et comment on trouve un bon titre d'album? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Ah, Et je crois c'est que bien, c'est j'en ai une, ouais, c'est une ça. bonne question. Non, non, mais je crois que c'est Romain qui a trouvé le titre. Ah, Et sinon, on avait plusieurs idées de titres. Moi, j'en avais donné pas mal. Elsa aussi, je crois que t'en avais donné. Mm. Mais par exemple, un truc tout bête, c'est moi j'avais au tout début j'avais donné Ceux qui restent, je crois, comme titre. Et sauf que bon, si tu fais la traduction littérale, ça fait The Last of Us, donc c'était un peu, j'étais un peu en mode bon, là même sans le vouloir, j'ai fait une corrélation, mais du coup ouais, Romain a trouvé le titre et le titre marche très bien justement. Donc je pense que c'est le fait que Romain ait l'habitude maintenant, et du coup trouver des titres pour lui c'est plus simple. Donc voilà. Elsa? Ouais, non, effectivement, ouais. Moi, c'est un truc, ça dépend des titres. Il y en a où enfin, certaines histoires ont un titre tout de suite. Et quand on n'a pas de titre tout de suite, en général, je trouve que c'est une vraie prise de tête et de se Oui. trouver quelque chose qui résume l'histoire, qui fonctionne bien, qui n'est pas déjà été pris. Parce que je sais que voilà, moi, il y a un moment donné où j'avais un titre qui me semblait bien aussi, mais en fait, il y avait déjà une autre BD qui s'appelait comme ça. Et voilà, de trouver tout ça en même temps, c'est pas forcément évident. Donc, on a tâtonné un bon moment tous les trois à proposer tous les trois des choses. Et puis, en fait, finalement, c'est souvent des titres très simples qui fonctionnent bien aussi. Et du coup, ouais, Romain nous a proposé celui-là, ça collait bien. Voilà. Surtout que toi, en plus, on sait que chez Knight, tu es aussi éditrice maintenant. T'as été, donc, j'imagine aussi que c'est quelque chose que tu vas faire de toute façon dans la supervision, que c'est aussi, ça va être aussi ton rôle sur d'autres histoires de savoir les nommer. Oui, sans doute. Et écoute, l'occasion s'est pas encore présentée. Pour l'instant, là, je suis des projets qui ont déjà des titres chouettes, je pense. Mais oui, oui, il faudra aussi être force de proposition pour d'autres. Et un nouveau challenge encore. Ouais. Hugo, est-ce que cette première expérience dans la bande dessinée, ça t'a motivé à en faire d'autres en amont de l'enregistrement, tu me disais que là, tu continuais de chercher dans l'animation, mais est-ce que continuer à faire de la BD et rejoindre ces fameux auteurs qui vivent tous sous le seuil de pauvreté, c'est quelque chose qui Qui t'enthousiasme? m'intéresse. Voilà. Je suis désolé, je suis sarcastique, mais voilà, c'est. Non mais je suis complètement d'accord, mais l'idée était vraiment, enfin l'expérience était vraiment bien, vraiment chouette, et je pense que en vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis ce serait bien d'en faire d'autres potentiellement, mais du coup, en gros c'est savoir allier les deux, c'est-à-dire allier mon travail de base
et faire la BD d'un autre côté. Mais du coup, bon, il y a 24 heures dans une journée, c'est long de pouvoir tout faire. Quand on rentre à 18h, 19h, s'il faut en plus se taper la moitié de la nuit à faire quelque chose d'autre et faire des planches, bon, c'est galère. Mais oui, en vrai, faire une autre ou d'autres projets comme ça me plairait forcément, je pense, parce qu'au final, ça me fait dessiner, c'est un truc que j'aime, donc ça raconter des histoires, c'est cool aussi. Très bien. Bah écoute, Elsa, je te pose pas la question parce que je sais que toi tu continues de toute façon et puis je pense qu'on se reverra d'ici quelques mois parce qu'il y a Noir comme l'eau la nuit qui sort aussi chez Kinaï en mai et dont tu es également autrice. Donc si tu veux bien, je pense que on s'en reparlera au moment de la sortie. Avec plaisir. Et donc, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents pour cette émission et donc pour nous parler des oubliés. Donc, pour rappel, c'est disponible aux éditions Kinaï dans toutes les bonnes librairies. Vous avez un lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous le prendre après l'avoir écouté. Et n'oubliez pas que si vous appréciez le travail de ce podcast et que vous voulez le soutenir tout autant que les artistes qui y passent, vous pouvez simplement partager cette émission sur tous les réseaux sociaux possibles. Parlez-en à vos libraires également s'ils connaissent pas, ça pourra peut-être leur donner envie d'écouter les autres émissions. Elsa, Hugo, je vous dis merci beaucoup, puis à très bientôt pour une peut-être prochaine émission. Salut! Merci beaucoup!